Pierre-Emmanuel Weil, un homme de chiffres et de jeux. Autant passionné de finance que de football, il est entre autres l'un des premiers actionnaires du RC Strasbourg-Alsace, un club qu'il a soutenu avec la même exigence que ses investissements. En 2009, il crée Weil Investissement, qui devient plus tard Volt, un multi-single family office qui accompagne des familles d'entrepreneurs sur le private equity, la dette privée, les financements structurés, l'asset management, bref, tout ce qui permet de faire grandir, protéger et transmettre. Volt est à Paris et au Luxembourg et garde une ligne claire, rigueur, sélection et méthode. Pierre-Emmanuel fait ce que peu savent faire. Il simplifie la complexité financière, il structure, il négocie, il protège, pour que les entrepreneurs transforment leur succès en patrimoine durable. Chez Volt, les réussites ne s'affichent pas, elles se construisent, souvent dans l'ombre et en silence. Les clients entrent millionnaires et pour une poignée d'entre eux en ressortent presque milliardaires. Pierre-Emmanuel Weil partage avec nous ses techniques d'effet de levier pour servir son obsession, faire gagner ceux qui osent. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Leverage. Je suis ravie de vous retrouver et comme vous l'avez compris, cette fois-ci en compagnie de Pierre-Emmanuel Weil. Merci Pierre-Emmanuel. Merci à toi pour ton invitation. Avec plaisir. Donc maintenant qu'on sait ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu faisais avant ? Qui est le Pierre-Emmanuel d'avant ? Alors, si je fais un flash rapide sur ce que j'étais avant, mais surtout sur ce que je faisais juste avant, j'étais un banquier d'affaires transactionnel. Ce qui dénote un peu dans la profession que je fais maintenant, où la plupart des gens viennent de l'univers patrimonial, donc souvent d'anciens banquiers privés ou formés comme tel. Moi, je viens de la banque d'affaires parce que je considère le patrimoine comme une succession de transactions. Mmh. Et les équipes que je recrute sont généralement aussi avec un background relativement semblable, c'est-à-dire des gens qui aiment faire des deals. Ouais, c'est intéressant. Et donc, tu travaillais dans quelle banque d'affaires ? J'étais chez BNP Paribas. T'es resté combien de temps là-bas, du coup ? Je suis resté 5-6 ans. Ok. Et tout de suite après, donc, tu as décidé Et tout de suite après, j'ai créé ma société, fort de l'idée que la banque, ça allait pas tout à fait assez vite pour satisfaire mon impatience. Tu as bien raison. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Alors, aujourd'hui, qui sont tes clients ? Quelles sont leurs histoires ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces clients ? D'où ils viennent ? Il y en a beaucoup des différents, mais ils ont tous la caractéristique commune d'être des entrepreneurs de talent, des entrepreneurs qui sont souvent partis d'assez loin et qui continuent de construire. Ok. Et c'est des gens qui, quand ils viennent chez toi, ont atteint quelle taille, quelle typologie de... Alors, c'est assez variable parce que certains prennent conscience de la nécessité de construire son patrimoine à côté de son environnement professionnel très tôt, parce qu'il y a des professions qui les poussent à le faire. Et de l'autre, il y en a qui s'en aperçoivent beaucoup plus tard et qui finalement ne commencent à y réfléchir qu'au moment d'une sortie envisagée. Et nous, on peut accueillir tout type de clients. Il faut évidemment que le patrimoine fasse du sens par rapport à la diversification que nous, on propose et par rapport à la sophistication que nous, on propose. Généralement, les patrimoines qu'on commence à considérer sont entre 30 et 50 millions et il n'y a pas de limite au-dessus. On a plusieurs clients qui ont franchi la barre d'1 milliard d'actifs gérés. Et qui l'ont franchi avec toi parce que tu les accompagnes. Ce sont des clients historiques en règle générale. Absolument. Je les accompagne sur plusieurs décennies. Et c'est d'ailleurs l'idée d'une relation de confiance d'un family office, c'est que ça n'a pas vocation à s'arrêter, au contraire, de se renforcer, puisque les interactions en fait sont de plus en plus vives. Au début, on gère finalement une partie du patrimoine, puis commence à être incorporé des relations familiales au sens très large, la relation souvent avec la société historique, qui finit par être logiquement intégrée dans la conception globale du family office. Il y a quand même intérêt à bien choisir son family office en vrai. Parce que il vaut mieux. Plutôt intérêt. Il vaut mieux parce que c'est un vrai mariage. C'est un vrai mariage. C'est pas facile d'en changer. Et puis en plus, c'est dommage parce que il y a beaucoup de la confiance fait partie intégrante des qualités premières qui doivent s'installer dans la relation. Or, reconstruire une confiance sur des montants aussi importants, c'est important. Et puis la confiance s'appuie sur la compétence. Donc pour pouvoir trouver un alliage comme ça, c'est vrai qu'il faut du temps. Et c'est quoi la promesse d'un family office ?
Quand un client vient te voir, clairement, toi, quelle va être ta vraie promesse ? C'est une très bonne question parce qu'ils ne viennent pas tous chercher la même chose. Donc déjà, on va lui promettre de résoudre son problème, la problématique qu'il va apporter. Pourquoi je dis qu'ils ne viennent pas chercher tous la même chose ? Parce qu'on a des clients qui ont de 40 à 80 ans, évidemment. Ils ne viennent pas du tout chercher la même chose. À 40 ans, ce qu'ils viennent, c'est souvent quand ils comprennent que on ne peut pas passer toute sa vie à travailler pour gagner de l'argent. Et une fois qu'il a intégré le patrimoine de la holding ou le patrimoine personnel, le laisser un peu en jachère ou en tout cas ne pas lui insuffler le même dynamisme. Au contraire, ce patrimoine, il doit soit les aider à renforcer leur vie professionnelle, soit au contraire, il doit leur permettre de générer des revenus actifs ou passifs, on rentrera dans le détail, mais il doit leur permettre d'améliorer leur quotidien. Et donc, les jeunes viennent plutôt chercher ça, un amorçage de la construction d'un patrimoine. Des gens beaucoup plus âgés viennent souvent chercher l'éducation de leurs enfants et l'éducation financière de leurs enfants et la transmission progressive de leur patrimoine selon un certain nombre de modalités, avec une optimisation fiscale. Ouais. Donc la promesse peut être très très large. Mais dans tous les cas, je pense que ce qui les caractérise tous, c'est la conscience que le patrimoine doit être géré professionnellement, que les outils mis à disposition maintenant des gens ont été multipliés par 100 ou par 1000 depuis quelques années. Je veux dire, il y a quelques années, on avait son banquier, il y avait les actions françaises, les obligations françaises, l'assurance vie comme quasi seul mode de détention, un peu de holding pour ceux qui connaissaient déjà. Et j'allais dire, voilà, c'est tout. Et du coup, c'était la compétence quasi exclusive des banquiers. Aujourd'hui, on a un univers d'investissement qui est énorme, puisque déjà, que toutes ces typologies d'actifs, maintenant, on les considère à l'international. Donc, une action, ça peut être une action américaine, une action suisse, une action indienne. Il y a évidemment... Tu veux dire qu'il y a trop de choix, du coup ? Les gens ne savent plus où donner de la tête. Évidemment, il y a trop de choix. Et puis, les banques, elles, ont du mal à suivre le rythme parce qu'elles ont la formation de l'ensemble de leurs effectifs à assurer. Et puis, ils interviennent dans un univers réglementaire qui font qu'ils ont beaucoup de mal à intégrer des nouvelles typologies d'actifs. On peut citer la crypto, par exemple. De là à ce que la crypto entre dans l'univers de la banque privée, elle y entre un peu maintenant, ça fait déjà 10 ans qu'on en parle, elle y entre un peu maintenant sous des formats d'ETF, mais qui sont des formats assez peu satisfaisants quand on réfléchit à la nature de l'actif qu'est la crypto et du refuge qu'il peut constituer. Après, il va aussi avoir le sujet de l'indépendance. Un banquier va être peut-être moins indépendant qu'un organisme comme toi. Évidemment, les banquiers gagnent leur vie à structurer des produits dans lesquels c'est leur produit, c'est leur marge. Et donc, ils vont évidemment pousser davantage des produits sur lesquels ils gagnent plus d'argent. Et un des intérêts du family office, mais ce n'est pas le seul, c'est vrai que c'est un qui est souvent pointé, c'est l'indépendance par rapport à l'ensemble des produits. Mais je dirais que c'est très restrictif quant à l'ensemble des problématiques qu'on gère. Oui, c'est ça. Mais par ailleurs, rien ne t'empêche de travailler avec plusieurs banques. Tu peux évidemment travailler avec les banquiers. C'est même assez fondamental. Ouais. Tu le sais parce que tu travailles avec beaucoup de banquiers. Les banquiers, ils sont toujours limités dans leur champ d'action. Si on n'a qu'une seule banque, et même avec le meilleur banquier du monde, il sera toujours limité par la politique commerciale de sa banque, par le bilan de sa banque, par ses règles d'engagement. Par ses règles d'engagement. Voilà, donc la base, quand on construit un patrimoine, c'est de se dire, je dois m'appuyer sur plusieurs banques et des banques qui présentent des caractéristiques fondamentalement différentes. Par la taille du bilan, par la monnaie dans laquelle ils se refinancent, par les typologies de départements qu'ils proposent. Il y en a qui sont plus forts en M&A, il y en a qui sont plus forts en immobilier, il y en a qui ont des gros bilans, il y en a qui ont des petits bilans, il y en a qui vont proposer un accompagnement patrimonial de qualité, il y en a qui au contraire vont tout miser sur la capacité à délivrer de la dette pas chère. Et donc évidemment qu'on doit se forger un univers de partenaires, et là on accompagne beaucoup nos clients là-dedans, puisque eux ils n'ont pas le temps et la connaissance de ce marché-là. Nous on a toujours en tête, toi tu l'as sur les capacités d'endettement, moi je l'ai aussi sur d'autres paramètres,
C'est ça. Savoir quelles sont les bonnes banques pour les bons clients, en fonction aussi des projets qu'ils ont. En fonction de leur projet, tu vas faire évidemment du sur-mesure. Alors, on peut dire aussi qu'un family office, c'est un peu un chef d'orchestre et que tu vas un peu être le chef d'orchestre et le leader de plusieurs activités, de plusieurs métiers, de plusieurs partenaires. Ça peut être les banquiers, mais ça peut être aussi les avocats, ça peut être aussi... Absolument. Et là, on revient à la vision très transactionnelle que j'ai de ce métier. C'est qu'effectivement, pour moi, je vois ce métier comme une succession de deals. Succession de deals, ça peut être... ouvrir une assurance vie, c'est un petit deal. C'est un deal. Ça peut être acheter un immeuble, c'est un deal plus important. Jusqu'à la partie corporate finance, dont on est un des seuls family office qui assure cette prestation aussi. Ça pour dire quoi? C'est que cette succession de deals, c'est une succession de performances orchestrales à manager. Donc, pour revenir sur ton territoire, une acquisition immobilière, c'est un notaire, c'est un avocat, c'est un banquier, parfois un asset manager, parfois des conducteurs de travaux. Et tous ces gens-là, il faut les orchestrer. Et donc, on fournit évidemment cette prestation, tout en sachant qu'on peut soit s'appuyer sur des conseils existants, parce que la confiance, je te le disais tout à l'heure, c'est très important. Parfois, la confiance, elle est déjà existante chez un avocat, par exemple. On n'est pas là pour aller à révolutionner le monde en disant « on a des avocats qui sont bien meilleurs ». Non, on va essayer de s'appuyer sur le réseau existant du client, tout en sachant qu'on va lui dire « attention, ton avocat, peut-être qu'il est un très bon avocat d'affaires, mais sur la partie immobilière ici, sur la problématique qui nous occupe, on doit aller chercher un spécialiste. » Mais ça veut dire au final que vous êtes limite obligé de tout relire, de un peu passer derrière. C'est-à-dire que tu vas peut-être pas connaître l'avocat du client, mais c'est l'avocat historique du client. Tu vas lui demander une prestation, il va te délivrer la prestation. Toi, tu as quand même un peu le devoir derrière de passer derrière cet avocat et de dire c'est bon, c'est legit. Nous, on se substitue au client, en fait. Donc, on ne va pas devenir plus compétent en termes de fiscalité qu'un avocat fiscaliste. Mais on va, par contre, en relisant, comme ce que devrait faire le client, mais au bout d'un moment, il n'a plus la capacité physique, temporelle de faire tout ça, on va relire à sa place pour vérifier surtout non pas la légitimité de l'avocat, mais la consistance par rapport à la mission qui a été demandée. Au même titre que n'importe quel client pourrait faire. On va dire, attention, c'est peut-être juste sur le plan technique, mais c'est à côté de la plaque par rapport à ce que je vous ai demandé, où la situation, ma situation telle que je vous l'ai décrite, vous l'avez mal retranscrite, et du coup, le conseil, il passe à côté. C'est ça. Bon, après, c'est sûr que tu peux te permettre de faire ça avec, je dirais, peu de clients, mais si demain, tu en as 1000, ça devient plus possible. Combien tu as de clients d'ailleurs? Combien tu accompagnes de familles? Alors, je te reprends. Oui, tu as raison, mais puisqu'on donne des conseils, et toute société de conseil le sait, finalement, il y a l'originalité du conseil et le côté sur-mesure, mais évidemment, on s'appuie sur une expérience. Cette expérience, elle naît du fait qu'on a quand même déjà vu un certain nombre de fois des situations qui se rapprochent. Quand on parle de transmission aux enfants, quand on parle de vouloir faire du patrimoine à haut rendement ou au contraire très protégé, c'est des sujets qu'on a déjà abordés. Et même si on l'aborde tous les jours avec un angle un peu différent, évidemment que l'expérience qu'on a pu acquérir, elle sert nos clients futurs et nos clients passés sur leurs futures problématiques. Alors, combien on a de clients? On a une quinzaine de familles qu'on accompagne en tout. Ok. C'est plus que ce que je pensais. Ça grandit. mais on reste très, très focalisé sur nos clients et on n'essaye pas de croître de façon démesurée chaque année parce que l'intégration d'un client chez nous, c'est un processus long et qu'on ne veut absolument pas négliger. Donc, on privilégiera toujours la qualité et le fait de bien aborder l'ensemble de ces problématiques plutôt que d'aller chercher une famille supplémentaire et d'être plus en capacité de délivrer la qualité du service qu'on a. Et alors, est-ce que les clients que vous onboardez, ou même que tu as déjà onboardé dans le passé, est-ce que tu juges que ce sont... Parce que tout à l'heure, tu disais que c'était des entrepreneurs quand même un peu aguerris et qui avaient besoin de toi pour aller encore plus vite. Est-ce que c'est des gens qui sont vraiment des sachants? Est-ce qu'ils connaissent les choses? Est-ce qu'ils décident de ne pas tout connaître? Est-ce que, par exemple, pour structurer des financements, ils vont avoir peu ou prou le même niveau de compétences que toi et venir te challenger? C'est une excellente question auquel la réponse est complexe parce qu'en fait, tous ne viennent pas du même environnement et donc ont des niveaux de connaissances qui sont très différents. Des entrepreneurs qui viennent de l'univers
je vais dire, industriels, par exemple, connaissent très bien la notion d'investissement et donc de levier bancaire. Quelqu'un qui a construit des usines sait bien comment ça fonctionne. Pour faire une opération, il faut aller chercher les bonnes machines, les bons lieux, les bons murs. Il faut aller trouver de la dette. Et donc, quand ils vont se trouver patrimonialement en face d'une problématique immobilière, ils sont très à l'aise avec le concept. Inversement, un client qui a fait fortune dans le service, qui n'a jamais investi finalement, il est très souvent peu sachant dans l'univers de l'investissement. Donc nous, on sait s'adapter à différents profils. C'est ça. Et parfois, on a des gens qui sont ultra sachants dans l'univers du patrimoine et ils vont chercher chez nous plus une capacité d'exécution de très haut niveau. Et parce qu'ils n'ont pas le temps. Et parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais par contre, ils vont avoir des idées assez arrêtées sur comment et avec qui faire les choses. Inversement, il y a des gens pour lesquels on a une liberté d'action qui est importante, évidemment toujours sous leur contrôle, mais ils n'essayent pas d'être sachants. D'ailleurs, pour aller très très haut et très très vite, tu ne peux pas tout savoir. Tu ne peux pas tout savoir et tu ne peux pas tout comprendre. Il faut bien s'entourer. C'est ça. Mais c'est quand même aussi intéressant de t'entendre dire, je pense peut-être aux auditeurs qui pourraient être intéressés, que même s'ils ne connaissent pas, au final, parce que moi j'en entends plein qui ont des bons potentiels d'ailleurs, mais qui se disent bon peut-être que c'est pas fait pour moi, de toute façon j'y connais rien, mais en réalité même s'ils n'y connaissent rien, ils peuvent quand même être éligibles, je dirais, à ton service. Absolument, et je dirais même au contraire, au-delà de mon service à moi, le fait de s'occuper de son patrimoine, de passer du temps, alors soit quand on en a les moyens en s'appuyant sur des conseils, mais même de le faire seul. Aujourd'hui il existe des dizaines de formations ou de vidéos ou de livres, surtout qui permettent de s'informer sur comment faire fructifier son patrimoine. Et le fait d'y passer du temps, pour moi, dès qu'on commence à gagner un peu d'argent sous un format salarié ou entrepreneurial, on peut commencer à réfléchir à comment épargner. Comment passer la seconde. Et comment passer la seconde. Et les gens négligent très très souvent, que ce soit les gens très fortunés ou les gens qui le sont moins, les gens négligent souvent parce qu'ils sont déjà fatigués du boulot, parce qu'ils trouvent ça trop compliqué, parce qu'ils ne connaissent pas cette partie-là. D'ailleurs, des typologies d'actifs qui ont explosé, type les cryptos, ça a fonctionné surtout parce que l'accès il a été extrêmement facilité. Acheter des cryptos, c'était très facile. Il fallait télécharger une application, mettre sa carte de crédit et après on pouvait le faire. Ouais. C'était pas seulement parce que la classe d'actifs elle est extraordinaire, mais ils ont démocratisé l'accès avec assez peu de réglementation. Et c'est d'ailleurs un des problèmes, mais il n'empêche que les gens sont demandeurs. Ouais, exactement. Toi, tu arrives un petit peu à démocratiser certaines de tes offres ? Alors, démocratiser, c'est un bien grand mot parce que c'est pas exactement ce qu'on cherche à faire. En revanche, moi, je te disais que je venais de la banque d'affaires, je viens du monde du private equity. Ouais. C'est une classe d'actifs que je considère comme étant la plus pertinente sur le long terme pour l'enrichissement des familles. Aujourd'hui, alors nous, on en fait depuis plus de 20 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de démocratisation de la classe d'actifs. Je fais partie de ces gens qui prennent la parole dans l'espace public parfois pour promouvoir cette classe d'actifs. Alors attention, il y a beaucoup de caveats et c'est pas pour tout le monde. Il y a une privation de liquidité sur le long terme. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. En revanche, je suis persuadé que c'est une classe d'actifs qui va continuer à intégrer peu à peu le patrimoine des Français, des Européens. Mais c'est bien parce que quand on dit démocratiser, en l'occurrence, à une époque, je dirais que investir dans le private equity, c'était plutôt fait pour les vrais millionnaires où je pense que tu pouvais même pas rentrer avec un ticket inférieur à 1 million. Aujourd'hui, clairement, à partir de combien tu peux rentrer sur un bon produit 100 000, 50 000, je ne sais pas. Aujourd'hui, même à partir de 1 000 euros, aujourd'hui, il y a certaines offres qui fonctionnent. Alors évidemment, quand on dénature un peu... Alors le private equity, c'est assez complexe pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que les fonds d'investissement appellent les fonds au fur et à mesure du temps, parce qu'elles en ont besoin au fur et à mesure du temps, et elles ne sont capables de délivrer une performance de, on dit 15% en moyenne, qu'à partir du moment où elles ont appelé l'argent. Or, parfois, ça peut mettre jusqu'à 4 ou 5 ans d'être intégralement appelé. C'est là où les gens, ils buguent un peu parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce que je vais faire de l'argent pendant ces 4 ou 5 premières années ?»
certains organismes y répondent en appréhendant l'argent tout de suite. C'est le cas d'une assurance vie, par exemple. Quand on fait du private equity via une assurance vie, ils vont appréhender l'ensemble de l'argent tout de suite en plaçant l'argent au taux sans risque en attendant. Donc oui, c'est du private equity, mais non, ça ne fera pas 15% en moyenne à partir du premier euro investi parce que c'est techniquement impossible. Et c'est là où il vaut mieux être un peu conseillé. Alors, quand on a seulement quelques milliers d'euros à investir, il ne faut pas passer par ça maintenant. Voilà, il faut mettre des choses en place pour y arriver. Et après, c'est là où vous comprenez à quel point c'est important de choisir à la fois l'enveloppe dans laquelle on investit, mais aussi le produit dans lequel on va investir. Maintenant, sur le concept en lui-même, je pense que oui, c'est la classe d'actifs la plus pertinente pour tout un tas de raisons dans lesquelles on peut rentrer, mais pour le faire très très vite, il y a une privation de liquidité, certes, mais c'est cette prime d'illiquidité qui va permettre de faire une surperformance par rapport à l'inverse du private equity, qui est le public equity, c'est donc les actions cotées. C'est des entreprises souvent particulièrement innovantes, qui sont ciblées par cette industrie. Il y a un alignement d'intérêt total, puisque à la fois les gérants et les managers sont incentivés, donc ont une prime à la création de valeur. Ça, ce sont les raisons principales, on pourrait en lister des dizaines, pour lesquelles c'est pertinent. Or, dans le patrimoine des gens, la plupart du temps, quand on commence à investir relativement tôt, on a du temps. On a du temps devant nous. Les gens, en fait, parfois ne prennent pas assez de risques parce qu'ils prennent des coussins sur des coussins sur des coussins. Quand tu as le temps avec toi, ça va. Pour être sûr d'avoir toujours des liquidités. Mais en fait, cette liquidité, très souvent, les gens n'en font rien. Si on n'en fait rien, on perd de l'argent. Et c'est là où, même chez les gens très fortunés, c'est là où nous, on intervient pour dire attention, il faut bien quantifier le niveau de risque qu'on veut prendre et à la fois être courageux dans la façon dont on va allouer nos actifs, parce que si on prend trop de marge, en gros, à chaque étape du processus intellectuel, à la fin, on ne pourra pas faire de performance. Soyez courageux, c'est ça le sujet. Il faut toujours être courageux. Mais... C'est pas du courage aveugle. Bien sûr, c'est du courage maîtrisé. C'est du courage maîtrisé. Et justement, parce qu'on en a déjà parlé ensemble, pour venir un peu sur le sujet qui nous intéresse ici, sur le leverage, donc c'est-à-dire l'effet de levier, on peut aussi investir dans la classe d'actifs du private equity avec de l'effet de levier. Tout actif peut être leveragé. Après, il y a des actifs qui sont plus faciles à leverager sur le plan technique parce qu'une banque va être beaucoup plus à l'aise à l'idée de mettre du levier sur un contrat d'assurance vie, ça s'appelle un crédit lombard, ou sur un immeuble ou un appartement, c'est du crédit hypothécaire immobilier, parce que c'est des classes d'actifs qu'elle maîtrise bien et c'est ce qui sera disponible un peu dans les agences commerciales jusqu'aux plus grandes banques privées. Après, des actions cotées, du private equity, des avions, des bateaux, tout ça, ça peut faire l'objet d'une dette. Mais là, ce n'est pas un produit qui est sur le comptoir. Ça nécessite pour la banque d'être structuré, d'être analysé avec précision. Mais oui, on peut utiliser un effet de levier dans toutes les typologies d'actifs. Et c'est d'ailleurs une des façons d'accélérer son enrichissement. Ça nécessite plus de courage, ça amplifie le risque qu'on prend sur une classe d'actifs donnée. Mais ça amplifie le gain. Mais ça amplifie le gain très fortement. On le comprend très bien avec l'immobilier. Hein, si vous achetez un appartement déjà en attendant que vous ayez suffisamment de cash pour le payer comme ça. Il faut attendre longtemps. Déjà, il faut attendre longtemps. Et puis ensuite, si vous le revendez 30% de plus, ce qui serait déjà une belle performance, on fait une performance de 30%. Si vous aviez emprunté la moitié de l'argent, ça double presque, je dis presque parce qu'il y a quand même des intérêts à payer, mais ça double presque la performance, la rentabilité sur fonds propres. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Pour l'immobilier, c'est facile. Pour les autres classes d'actifs, c'est exactement la même chose. Et parfois, il vaut mieux prendre un peu moins de risques avec du levier que prendre plus de risques sans levier pour obtenir la même performance. Absolument. Qu'est-ce qu'ils font en règle générale, tes clients ? Enfin, qu'est-ce qu'ils aiment faire ? Alors, je sais que c'est très personnalisé tout ça, mais est-ce qu'il y a un dénominateur commun dans la structuration de leur financement ? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun qui dit moi, je veux que de l'in fine, ou je veux amortir, ou je veux pas de collate,
ou, enfin, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a un dénominateur commun, tu trouves, avec, je dirais peut-être les ultra-riches, on peut peut-être les appeler comme ça, ou pas du tout? Alors, déjà, ils disposent d'options que d'autres n'ont pas. Que tout le monde n'a pas. Que tout le monde n'a pas, parce qu'effectivement, ils pourraient, en plus de l'objet financé, donc l'objet financé, encore une fois, prenons comme exemple un immeuble, l'analyse hypothécaire de la banque pourrait aboutir à 80% de levier, par exemple. Eux, ils pourraient dire, ce qui serait très beau. Eux, ils pourraient dire, OK, mais moi, j'aimerais 100% de dette, mais du coup, 80% du collatéral sera l'immeuble et 20% du collatéral sera quelque chose d'autre. Ça leur permet, par exemple, un portefeuille financier. Ça leur permet parfois de faire des opérations sans avoir à déboucler aucune position qu'ils ont prise ou à utiliser du cash. Ça, c'est des options qu'ils ont et qu'ils aiment bien. Tout en étant très attentifs, et moi je le suis, à toujours faire en sorte de financer l'actif sur lequel on décide de bouger. Sur lequel on travaille. C'est-à-dire que, pour reprendre toujours le même exemple, quand on finance un immeuble, l'idée c'est quand même que ce soit l'immeuble qui porte la garantie et non pas d'autres actifs. Et non pas une holding au-dessus. Parce que ce serait dommage de ne pas utiliser le pouvoir hypothécaire de cet immeuble. Si après on veut aller au-delà de ce que la banque hypothécaire est capable de produire, là oui, on va mobiliser d'autres typologies d'actifs. Mais je dirais, ça c'est ce qui caractérise un peu l'ensemble des clients, c'est qu'ils veulent bien toujours que l'objet financier utilise son plein pouvoir de garantie pour pouvoir diminuer le cash qu'on apporte, que ce soit par le biais d'une autre dette ou par le biais d'argent disponible. Et après, effectivement, tu le disais, les clients qui passent par nous, ils ont aussi la volonté d'essayer d'avoir des propositions très sur mesure, ce qui permet parfois de faire correspondre les cash flows d'une opération, de sa réalité, avec la dette. Prenons un exemple concret, on investit dans une société ou on investit dans un immeuble, dans les deux cas, qui nécessite de la restructuration. On essaye de dire que les premières années, on va être très très light sur ce qu'on doit rembourser parce que techniquement, l'actif en lui-même, la société ou l'immeuble, ne sera pas en capacité de le faire. En revanche, on mise sur le fait, et c'est là où il faut être courageux, que le travail qu'on va faire dans l'entreprise ou dans l'immeuble vont permettre de générer du cash flow et donc de rembourser de la dette à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ça peut être des plans qui peuvent être très très longs en misant aussi sur l'inflation ou sur d'autres paramètres qui pourraient permettre... Sur le travail de l'immeuble. Sur le travail de l'immeuble. Sur le travail d'exploitation, sur le travail de rendement, sur le travail de locataire. Et donc, c'est ça le sur-mesure, c'est d'arriver à faire correspondre exactement, ce qui n'est pas toujours facile de trouver quand on n'a pas ce type de... Mais est-ce que c'est vrai que les ultra-riches ont quand même beaucoup plus de facilité à devenir encore plus riches grâce à la dette ? Parce que le choix est beaucoup plus large, comme on l'a dit, parce que les banquiers vont avoir plus de facilité peut-être à mettre en place des structurations de financement très agressives, parce que déjà sur les comptes en banque, il y a du placement, et on sait que le placement, ça ne va pas vraiment participer au PNB de la banque, donc elle va aimer à ce qu'il y ait du placement, à ce qu'il y ait du nantissement, donc le placement qui est verrouillé, sur lequel le client ne peut pas, le souscripteur ne peut pas s'échapper. Donc, est-ce que c'est vrai que si j'arrive dans une banque avec 10 millions, j'ai quand même beaucoup plus de chances d'atteindre les 100 millions que si j'arrive dans une banque avec 1 million? Eh bien, j'ai envie de te dire évidemment, et pour comprendre ça, il faut se mettre à la place du banquier. Ouais. Le banquier, s'il voit la même opération, dans un cas qui est proposé par quelqu'un qui a déjà beaucoup de moyens et dans l'autre, quelqu'un qui n'en a pas. Déjà, c'est très rassurant de voir quelqu'un qui a beaucoup de moyens parce qu'on se dit, tiens, c'est peut-être pas la première fois qu'il fait ça. Il a peut-être déjà l'expérience derrière, premièrement. Et deuxièmement, en tant que banquier, je me dis, j'ai quand même beaucoup moins de chances de me tromper parce que même si ça ne se passe pas comme prévu, la personne qui a des moyens, elle va être capable d'assumer. Au contraire, elle va assumer parce qu'elle a une réputation, parce qu'elle a une assise financière. De l'autre, quelqu'un qui n'a rien serait plus à même de laisser tomber si c'est trop difficile et de laisser à la banque le problème. Et donc, si on se met 2 secondes à la place du banquier, on se rend compte que
Au contraire, évidemment, il va préférer prêter à un riche, d'où l'expression « on ne prête qu'aux riches ». Et je dirais même au contraire, il va peut-être même inciter les clients de son patrimoine à dire « vous savez qu'avec moi, vous pourriez faire davantage ». Et après, il y a des systèmes qui s'auto-alimentent. Par exemple, je parlais tout à l'heure du prêt sur private equity ou du prêt sur actifs financiers. Ouais. Si par exemple, vous avez 10 millions dans une banque, le banquier pourrait vous inciter à dire, vous savez qu'en face de ces 10 millions, je pourrais vous en prêter 5. Et du coup, vous pourriez investir 15 et non plus 10. Vous auriez 5 de dette. Mais si vous avez confiance dans la capacité, dans votre capacité ou dans la capacité de la banque à générer un taux d'intérêt ou un taux de profit qui est supérieur au taux d'intérêt, alors vous devriez utiliser à plein, parce que sur ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire le différentiel entre l'argent qu'on arrive à faire par rapport à ce que coûte le crédit, alors on a intérêt à se leverager sur tout. Mais ça, c'est uniquement si j'investis dans les livres de la banque. C'est-à-dire que si j'ai 10 et que la banque me prête 5, ça ne fonctionne pas si je veux investir la totalité à l'extérieur de la banque. Ça ne marche que si je reste dans la banque. Mais pourquoi pas ? Les deux pourraient fonctionner, mais quand le banquier il voit que l'argent il est là sur les comptes de sa propre banque, c'est beaucoup plus facile pour lui de se dire qu'il va prendre davantage de risques avec vous parce qu'il voit bien. Bien sûr. Et c'est pas seulement de la déclaration, c'est pas seulement une information qui peut être datée, parce que comment vous allez le prouver sinon ? En donnant votre déclaration d'impôt, elle a parfois 12 ou 18 mois d'existence. Là, il sait que c'est là, que c'était là hier, que ce sera là demain. Donc évidemment, il est beaucoup plus en confiance, il est beaucoup plus capable, lui, d'aller engager son établissement pour vous accompagner. C'est quoi le deal de financement le plus fou que tu aies vu ? Peu importe le deal de financement pour une entreprise, si c'est du M&A, pour de l'immobilier ou pour, je sais pas, une île, enfin peu importe, mais quel est le deal de financement que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait d'ailleurs, mais dans ton réseau de ultra fortunés, qu'est-ce qu'il y a de plus dingue ? Je vois des banquiers, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore, qui sont capables de prendre de vrais risques sur des entrepreneurs auxquels ils croient. Ouais. Un exemple tout bête, vous avez un entrepreneur qui marche bien, sa société fonctionne bien, mais il n'a pas encore réalisé quoi que ce soit à titre personnel. Je vois des banquiers qui sont capables de leur prêter, alors que les caractéristiques économiques et le profil personnel de cette personne sont assez... ça ne fonctionne pas. Ouais, ça ne fonctionne pas. Et ils sont capables d'aller prêter avec une partie in fine quasi totale parce qu'ils ont confiance dans la capacité de cet entrepreneur d'extraire de la valeur de son entreprise, ou si on la pousse, même si cette entreprise ne fonctionnait pas, d'aller demain reconstruire quelque chose. Traduction de ça, on pourrait dire qu'un banquier va peut-être nantir les parts sociales de la société d'exploitation de l'entrepreneur à hauteur d'une certaine valo. Imaginons une start-up, ou peut-être pas une start-up, mais une société classique valorisée 10 millions. Nantissement des parts sociales de la société valorisée 10 millions. Peut-être emprunt à hauteur de 50%, donc 5 millions en in fine, parce que l'entrepreneur croit à sa sortie et veut s'acheter sa résidence principale avec une garantie hypothécaire derrière. Par exemple, on pourrait même aller plus loin en se disant le banquier qui généralement n'ira jamais jusqu'à 100% sur une résidence principale de garantie pourrait se dire, sur ce profil-là, je vais aller à 100%, je prends une garantie hypothécaire, donc 120% classiquement, en disant, si vraiment tout se passait mal, je crois aussi à la qualité de l'actif que je finance et sur lequel j'ai une hypothèque. Mais plus vraisemblablement, je montre que je fais ça parce que je veux montrer à cet entrepreneur que je suis là. Que je crois en lui. Que je crois en lui et je prends un risque qui est somme toute assez mesuré. Parce que si l'appartement qui est financé, c'est 100 mètres carrés boulevard Haussmann, ça a quand même une vraie liquidité, ça a quand même une vraie valeur, ça a tendance à s'apprécier avec le temps, rien qu'au jeu de la démocratie et de l'inflation. Qui cartonne investisse dans la Creuse, même si on n'a rien contre en plus, Creuse, mais de toute façon, le banquier, il a le droit de dire non aussi. Donc, voilà. Et donc oui, j'ai vu des financements comme ça qui sont très courageux et qui sortent des règles classiques, des engagements qu'on peut vous opposer quand vous posez la question. Parce qu'eux, ils ont aussi à construire un portefeuille de clients. Encore une fois, il faut se mettre 2 secondes à la place du banquier. Bah oui. Le banquier, il a 30 ans, il a encore 35 ans de carrière devant lui. Il veut avoir des très gros clients. Et la meilleure façon d'avoir un très gros client, c'est de lui faire confiance à un moment où personne ne lui fait confiance. C'est surtout le crédit.
La porte d'entrée. Et le crédit, c'est souvent la porte d'entrée parce que c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est la façon dont les gens conçoivent d'entrée de jeu la relation avec la banque. La relation avec la banque. Tu ne rentres pas dans une banque parce qu'elle t'a séduit avec son PEL, quoi. Non, et puis quand tu as quelques milliers d'euros qui te servent à tes frais de fonctionnement habituels, c'est pas là où tu vas essayer de créer une relation avec son banquier. Et ça, c'est aussi un conseil que je donne souvent, que ce soit pour les ultra riches ou pas. Il faut créer des relations avec ses banquiers. Quand on a besoin d'eux, c'est comme pour tout dans la vie. Si vous les connaissez déjà, si vous leur avez présenté vos projets, si régulièrement vous les tenez informés de ce que vous faites, évidemment, vous créez un actif. Et le jour où vous aurez vraiment besoin de lui, ça viendra pas de nulle part. Il vous aura suivi depuis longtemps, il aura fait un certain nombre de recherches au fil du temps, et le jour où vous aurez besoin de lui, il y a plus de chances qu'il soit là. Quand vous découvrez les gens au moment où vous avez besoin d'eux, évidemment, c'est plus difficile. Évidemment. Alors, il existe des professionnels comme nous qui essayons de justement réconcilier ces mondes quand ils ne se sont pas parlé. Mais de manière générale, c'est créer de l'actif que d'avoir des bonnes relations avec des gens de cet univers. Ça, c'est quelque chose, je suis 100% d'accord avec toi, c'est quelque chose que j'arrête pas de scander. D'autant plus que, comme tu le sais, avec Audit and Coverage, nous, c'est quand même notre ADN de structurer des financements plutôt d'ordre bancaire, plutôt de dette bancaire. Et c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de répéter. Ton meilleur ami, quand tu es entrepreneur ou quand tu es professionnel de l'immobilier, ça doit être ton banquier. Et tu ne dois même pas te forcer à ce que ce soit ton meilleur ami par ailleurs. Tu dois juste avoir de très bonnes relations avec lui, limite à ce que ça devienne une relation proche, pas amicale, mais proche, parce que c'est ça qui fait l'opportunité et qui sauve clairement des situations Bien sûr, et puis ils sont force de proposition, ils voient beaucoup de dossiers, beaucoup de structurations, ils peuvent vous inspirer sur des nouveaux modèles, donc évidemment. C'est exactement ça. Et alors, on se connaît, toi et moi, donc tu m'as déjà raconté pas mal de dingueries, mais est-ce que tu pourrais nous raconter, j'ai peur de mal retranscrire cette histoire, d'un de tes clients qui avait fait par ton intermédiaire ou pas ton intermédiaire, je ne sais plus, je ne me rappelle plus de la chronologie, qui avait structuré un deal avec plusieurs banques à je ne sais combien de centaines de millions. Et je ne sais plus si c'était en Irak ou dans le Moyen-Orient ou en Europe. Enfin, je ne sais plus, excuse-moi, mais est-ce que tu vois de quelle histoire je parle ? Je crois qu'il y avait un client qui avait structuré plusieurs centaines de millions d'euros, un deal bancaire. Ou alors c'était peut-être aux États-Unis, je ne sais plus. Non, on en a fait en Europe. C'est vrai que moi, j'ai un passé de banquier spécialisé en structuration de dette LBO. Donc, c'est vrai que nous, on a incorporé au sein de Volt un département Corporate Finance qui nous permet d'accompagner nos clients dans des structurations de dette, y compris de la dette syndiquée, de la dette corporate syndiquée, où on va créer nous-mêmes un pool bancaire en regroupant plusieurs banques au sein d'une même entité et d'une même documentation juridique, en fait, parce que ce n'est pas une entité, pour les faire toutes participer à un financement auquel aucune d'entre elles aurait accepté de prendre le risque seule, mais quand elles sont toutes agglomérées, là, elles sont d'accord d'y aller et de s'accorder sur les termes de financement, en sachant que ce service, les banques peuvent le proposer aussi, mais il est très cher, alors que si le client et nous avons bien fait notre travail d'information du marché, de discussion avec les banquiers sur l'évolution de la société tout au long du temps, le jour où on a besoin d'une très grosse dette, en l'occurrence c'était pour faire une belle opération de croissance externe, là oui, les banques répondent présent. C'est ça. Et alors, jusqu'où est-ce que ça peut aller ? Est-ce qu'on peut structurer 1 milliard en dette bancaire ? Bien sûr. Oui, bien sûr. On est d'accord que ça existe. Alors, sur quel je dirais, quel est le point, sur quel processus ? Est-ce que ça va être, tout le monde va prendre le même bout, on va trouver 10 banques, chaque banque va mettre 100 millions. Est-ce qu'on va trouver un chef de file qui va mettre 200 millions et puis après, les autres vont suivre derrière ? Est-ce qu'il y a toujours un peu cette même trame ? C'est toujours un peu la même gymnastique. Il y a souvent une trame commune. Effectivement, il faut des banques qui sont capables d'être meneuses dans un processus comme ça et qui sont capables aussi d'aller prendre sur leur bilan une partie importante de ce financement. Il y a d'autres banques qui sont elles aussi très intéressées mais qui ne vont pas être capables de mener les négociations avec la société. Donc elles vont attendre que les banques meneuses
fasse le travail de négociation de la documentation bancaire, tout en exprimant un intérêt, en suivant le processus de prêt. Et au moment où il va falloir conclure, elles vont exprimer leur intérêt sur un fragment plus petit. Et combien de temps ça dure, un deal comme ça ? Du début à la fin, ça dure 6 mois environ, mais mois. La partie bancaire peut durer 3 mois. Il y a des deals qui peuvent être évidemment beaucoup plus longs. Mais généralement, comme c'est très consommateur de ressources chez tout le monde, le but, c'est quand même d'essayer de garder le processus le plus court possible. Pour rentrer encore un petit peu plus dans le détail du levier bancaire, de l'effet de levier, nous, on a quelque chose qu'on aime bien dire à nos clients chez Audit & Coverage, c'est vraiment le fait que la banque ou que le bien maîtriser l'effet de levier fait que tu n'as plus aucune limite. Tu n'as plus de plafond de verre sur la tête et tu n'as plus aucune limite. C'est-à-dire que tu arrives à tellement maîtriser cet outil que tu arrives à financer un actif, alors quel qu'il soit, immobilier ou autre. Et puis, à force de l'amortir, eh bien, tu laisses de l'espace et donc tu peux refill et donc refinancer et utiliser ce cash pour sortir de l'argent et remonter sur d'autres opérations. Enfin bon, au final, c'est un peu un cercle vertueux qui, quand tu maîtrises bien tout ça, eh bien, fait que tu arrives à faire beaucoup de choses. Quelle est votre botte secrète pour toujours garder dans la roue les clients et se faire du cash et encore du cash et toujours du cash et sortir du cash et ça ne s'arrête jamais et on arrive à des sommes folles? Alors, c'est plusieurs choses. D'abord, une discipline qui part d'abord d'une vision claire. Parce que souvent, quand on commence à avoir un patrimoine assez important, on a du mal à en mesurer les contours. Et donc, pour aller prendre le bon niveau de risque, le bon niveau de levier, pour être bien en maîtrise de ce qu'on fait, il faut déjà avoir une bonne vision. Parce que ça paraît assez surprenant, vu de gens qui ont un patrimoine assez modeste, ça a l'air assez facile. J'ai une voiture et un appartement et une somme sur mon compte bancaire. Bon, évidemment, passé un certain stade, non seulement il y a beaucoup plus d'actifs, mais en plus, ils deviennent potentiellement beaucoup plus difficiles à valoriser. Et donc, c'est déjà tout un exercice de pouvoir... et c'est d'ailleurs souvent le point de départ de la mission d'un family office, c'est d'aller retrouver ou trouver la vision globale du patrimoine. Un bon scan général avec une bonne visibilité. Et là, on va pouvoir déceler des opportunités, soit parce qu'il y a des actifs qui sont sous-leveragés alors qu'ils pourraient le mériter, ou en tout cas, on va toujours préparer le financement de l'opération d'après. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, un patrimoine où il y a 2 immeubles qui n'ont pas de dette, il ne s'agit pas d'aller mettre de la dette pour mettre de la dette. Mais il s'agit d'aller préparer le terrain avec des banquiers en disant, voilà, on a ces immeubles, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait les refinancer. On prépare le terrain et au jour où il y a l'opportunité d'acheter un 3e immeuble qui se présente, eh bien, on a déjà des lignes ouvertes avec des banquiers et on va pouvoir très très vite mobiliser des fonds pour avoir l'agilité, pour être compétitif sur cette opération. Ah oui, donc ça c'est intéressant. Donc toi tu dis, alors tu vois, on n'a vraiment pas la même utilisation et c'est vraiment intéressant. Moi je vais voir qu'il y a 2 immeubles où il y a de la marge hypothécaire, j'ai de la place parce que j'ai peu ou pas de dette, donc je vais aller au max de la LTV possible, les 70, 75, 80% de quotité de financement, et donc je vais faire du cash out pour créer des liquidités et être fort au cas où il y a une 3e opportunité qui se présente. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu le côté, je dirais, agressif. Vous, par contre, à contrario, vous allez faire un bon scan, vous allez voir le banquier, vous allez dire, voilà l'existant. Comme tu vois, c'est très bien maîtrisé, c'est très peu leveragé, tu as la place de t'amuser. Par contre, le jour où je ramène un 3e, tu me dégaines quelque chose d'hyper agressif et je veux 100% de financement. C'est ça ce que tu dis? Parce que la différence entre ce que vous faites et ce que nous on fait, c'est que vous financez des marchands. Donc par définition... Entre autres. Foncière et marchand, mais oui. Principalement, en fait, et les professionnels de l'immobilier sont perpétuellement dans la recherche de l'optimisation des niveaux de levier. Nous, on a des clients qui présentent des typologies de risques qui sont différentes. Par exemple, ils ont une grosse entreprise dans laquelle ils prennent des risques très importants tous les jours et sur leur patrimoine, à tort ou à raison, mais en tout cas c'est leur volonté, parfois ils ne veulent pas avoir ce niveau d'agressivité. Ils préfèrent dire, voilà, moi ces 2 immeubles-là, je n'ai pas envie qu'il y ait de dette dessus, parce que au moins c'est un patrimoine que je maîtrise, avec des revenus qui me servent à financer une partie de mon train de vie, etc. Et je préfère que ça reste comme ça. Et c'est pas forcément c'est pas la décision optimale sur le plan financier,
Mais on n'est pas obligé de faire tout de façon toujours optimale. C'est ça le service sur mesure. C'est aussi de rentrer dans la psychologie des gens et peut-être que cet immobilier-là, il a une histoire qui fait que pour l'instant, en tout cas, il va vouloir conserver cette vision assez prudente. Bien sûr. Alors d'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'évidemment qu'on va aller chercher la quotité de LTV la plus forte, mais toujours en corrélation avec les revenus en face, bien évidemment, de manière à ce que ça s'autofinance, voire même à ce qu'il y ait une DSCR plus forte, c'est-à-dire que les revenus soient supérieurs au service de la dette. Donc, c'est pas chercher de la dette pour chercher de la dette, il faut quand même que ça soit... De manière générale, les gens qui travaillent l'immobilier, ils ont une assez bonne connaissance de la dette et du risque induit par un endettement. Il y a des gens qui viennent d'univers très différents, ils n'ont jamais travaillé avec une dette bancaire. Ouais. Donc pour eux, quand on commence à leur introduire l'idée qu'on pourrait améliorer les performances financières du patrimoine en introduisant du levier, c'est pas quelque chose forcément très naturel pour eux. Et nous, ce qu'on a constaté depuis quelques années maintenant qu'on fait ce métier, c'est qu'en fait, pour les gens, c'est beaucoup plus facile de commencer à mettre du levier quand le levier est pas cher. Parce que ça semble être une décision évidente. Quand on avait des taux à zéro, et on a travaillé comme ça pendant 10 ans, des taux à zéro ou quasi zéro, il était assez intuitif pour les clients de se dire « je vais utiliser toute ma force », on en parlait tout à l'heure, vis-à-vis des banques parce que j'ai du patrimoine. Donc je vais leur demander beaucoup d'argent à taux quasi zéro. Et quand c'est à taux quasi zéro, j'ai beaucoup de confiance dans ma capacité à aller créer de la valeur avec cet argent supérieure à ce que ça me coûte, puisque ça me coûte quasiment rien. En réalité, ce raisonnement, c'est un raisonnement de spread, c'est-à-dire de différence entre ce que j'arrive à faire avec l'argent et ce que l'argent me coûte. Mais en réalité, même quand l'argent coûte 4%, la capacité d'aller créer 8% de valeur, elle est tout aussi difficile ou facile que d'aller créer 4% de valeur quand l'argent vaut zéro, parce que c'est comme ça que le système financier fonctionne. Et donc, en fait, les gens se sont beaucoup habitués à fonctionner avec du levier dans cette période des quasiment 15 ans de pas cher. Et aujourd'hui, ils sont un peu plus prudents, mais quand même, beaucoup se sont habitués à ce concept. Et toi, tu trouves que là-dessus, la différence entre riche et ultra riche, ça va être peut-être ça, d'avoir ce réflexe Totalement ça. Évidemment, il y a des exceptions. Hein. Il y a des gens qui montent des startups sans jamais utiliser du levier à plusieurs milliards de valorisation. Mais je dirais, bien sûr, quand on est sur des réussites entrepreneuriales exceptionnelles, mais plus raisonnables, entre guillemets, que ces valorisations tech qu'on a pu observer ces dernières années, oui, ces gens-là arrivent à créer beaucoup de valeur avec leur patrimoine professionnel, mais ils n'atteindront les chiffres dont tu parles que s'ils auront en plus une stratégie patrimoniale très courageuse avec une utilisation forte du levier. On en revient, hein, la dette c'est la vie. Hein. On reviendra toujours à ça. Est-ce que tu peux nous donner peut-être pour les personnes qui nous écoutent un tips, des tuyaux sur, ou peut-être, je sais pas, 3 étapes, alors peut-être pas pour arriver au milliard, mais en tout cas pour arriver à se créer une vraie fortune, si c'est l'ambition de la personne. Est-ce qu'il y a quelque chose par lequel il faut commencer ? Est-ce que c'est une idée ? Est-ce que c'est un réseau ? Est-ce que c'est un actif qu'il faut acheter ? Est-ce qu'il y a des étapes claires dans la vie des entrepreneurs que tu as vus où à chaque fois ça se répète ? Les étapes claires, c'est déjà de le décider et de passer du temps sur le sujet. Déjà. Ça paraît bête, hein, mais en fait, moi-même, quand j'étais banquier d'affaires, je gagnais bien ma vie, mais j'avais 0 minute à consacrer à mon patrimoine parce que je considérais que je travaillais déjà assez comme ça et que les quelques heures que je passais en dehors de la banque, je préférais être avec ma famille et mes amis. Or, c'est souvent le cas quand on gagne très bien sa vie, on a souvent assez peu de temps, sauf à le prendre. Hein. C'est la même excuse que de faire du sport. Voilà, on dit... j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est trop... Oui. Et les enfants. Absolument. Et c'est la même chose pour passer du temps sur son patrimoine. En fait, il faut le décider. Et après, oui, c'est au détriment d'autres choses. Mais je pense que en faisant la démarche active de se dire, voilà, je vais passer à minima 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée par semaine à travailler mon patrimoine, on va repasser du temps
on va retrouver de la clarté, c'est ce qu'on fait nous pour nos clients quand ça commence à devenir très compliqué pour eux à faire, et je vais après m'éduquer par tous les formats possibles ou aller voir des conseils pour essayer d'aller dans la voie avec laquelle je suis le plus à l'aise. Et une fois que j'ai décidé ça et que je suis OK, je vais prendre une demi-journée par semaine pour m'occuper de scaler mon patrimoine. Une fois que j'ai fait ça, est-ce qu'il y a un truc qui revient Moi, je trouve qu'en fait, quand on appréhende un investissement, il y a toujours finalement 3 typologies. Il y a l'investissement où on est 100% actif. Je vends du conseil, je vends... Société d'exploitation, voilà. Classique. C'est puissant. Le deuxième, qui est le plus puissant de tous, c'est j'arrive à la fois cumuler la force de mon capital avec la force de mon travail. Typiquement, ce qui était à la mode ces dernières années, je vais acheter un appartement pas cher, je vais le transformer pour pouvoir en avoir une exploitation quasi hôtelière type Airbnb et je vais créer une rentabilité dans cet appartement qui n'aurait pas pu être faite sinon. Donc je me crée du revenu, clairement. Je me crée du revenu, mais c'est bien une cumulation d'un travail et d'un capital. Le travail sans le capital, on n'aurait pas pu acheter l'appartement. Le capital sans le travail, on l'aurait loué point, et ça aurait fait une rentabilité qui est parfois 3-4 fois inférieure. Dernière catégorie, c'est l'investissement purement passif. Évidemment, on ne peut pas faire aussi bien quand on ne travaille pas que quand on travaille. Maintenant, parmi les catégories d'investissement purement passif, là, il y a des niveaux de risque qui sont différents. On parlait du private equity, c'est quasiment le niveau de risque le plus important. Et puis, si on y ajoute du levier, et puis si on y ajoute du travail, on peut aller chercher des rentabilités qui sont très importantes. Mais donc, il faut déjà savoir où je me situe. Les gens qui sont des professionnels de l'immobilier, ils sont tout le temps dans la catégorie du milieu. Du travail. Du travail, du capital, du travail, du capital. Les gens qui sont salariés sont uniquement quasiment dans le premier et dans le troisième. D'un côté, ils travaillent, ils donnent leur temps. De l'autre, ils ont parfois un peu de patrimoine qu'ils gèrent de façon passive parce qu'ils n'ont pas le temps. L'idée, c'est d'essayer le plus possible d'être dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire d'accumuler, d'avoir la capacité d'avoir un peu de capital et d'y ajouter du travail, qui peut être du travail de recherche, du travail de transformation, etc. Et quand on est là, c'est là où on maximise la valeur de son patrimoine. Dans un family office, ça revient à faire ça avec tout. Et le client nous confie la capacité d'aller apporter de la valeur dans chacune des étapes et finalement dans tout l'univers des possibles que son patrimoine comporte. Il nous demande d'apporter de la valeur. Et là, c'est la quintessence de cette solution. Mais cette solution, elle est possible pour tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que théoriquement, il faudrait que j'ai combien sur mon compte pour réussir à atteindre avec ta stratégie une fortune suffisante pour être gérée chez toi ? Allez, tout à l'heure, tu disais entre 30 et 50 millions, tu nous acceptes. Ouais, c'est à peu près ça, mais ça, c'est parce que ma structure, elle est dimensionnée pour accueillir ce type de clients. Après, il nous arrive d'accompagner des clients qui ont des patrimoines plus petits sur des problématiques plus restreintes. Donc, on peut faire des exceptions, si telle est ta question, on pourra t'accueillir. Moi, il faut que tu fasses vraiment encore plus pour m'accueillir. Mais non, l'idée, c'est que nous, on est bien dimensionnés pour accompagner les gros patrimoines. Il existe après tout un tas de solutions ou de conseils qui vont aider des patrimoines plus modestes à se structurer et ils ont des outils qui sont plus adaptés. Mais moi, ma question, c'est aussi, si je veux rentrer chez toi, alors à 30, à 50 ou à 100 millions, concrètement, quel niveau d'argent je dois me poser sur la table, d'abord de mon côté, pour faire ta stratégie et en combien de temps je peux générer ton 30-50 millions pour être géré chez toi. Typiquement, est-ce que je commence avec 100 000 euros, 10 000 euros, 1 million d'euros, j'en sais rien. Et combien de temps je passe ? Et est-ce que ça s'est déjà fait parce que tu l'as peut-être déjà vu ? Après, je te donnerai peut-être, moi, mon ressenti avec mes clients. Mais qu'est-ce que toi, tu as vu de fortune fulgurante comme ça ? La réponse, il n'y a pas une réponse précise à ta question. Et je vais te donner un exemple. Nous, on accompagne aussi avec une de nos sociétés partenaires des sportifs de haut niveau. Eux, c'est des gens qui partent avec un patrimoine zéro. Mais par contre, des salaires qui sont bien plus hauts que la moyenne. De 1, parce qu'ils sont les meilleurs au monde dans ce qu'ils font. Et de 2, parce que leurs carrières sont très courtes. Ça, c'est une typologie de fortune
qu'on va savoir adresser. Et pour autant, c'est des gens qui ont un patrimoine quasi nul. Mais chez eux, on va utiliser leur énorme capacité de levier par rapport à des salaires qui sont hors du commun pour aller créer du patrimoine. D'autres, au contraire, viennent de vendre leur société, ils n'ont plus de revenus, zéro, mais par contre, ils ont un patrimoine cash considérable parce qu'ils viennent de céder leur société. Le sur-mesure, c'est ça, c'est d'arriver à créer dans ces deux extrêmes de la valeur. Bon, ce que je note, c'est que même si je n'ai pas des salaires en dizaines de millions d'euros par an, enfin, je ne sais pas combien touchent les footballeurs, mais c'est peut-être ça, théoriquement, je peux, avec mon salaire, me créer une épargne et avec cette épargne, aller chercher du levier, avoir une stratégie type appartement, Airbnb, etc. Exactement. Et en tout cas, travailler le produit, donc c'est ton sujet, c'est être dans la deuxième catégorie, donc travailler le produit. C'est bien différent de mettre en exploitation passive avec un bail classique et la dette est payée par le loyer et point. Non, là, il s'agit d'aller chercher des cash flows positifs, donc vraiment de travailler avec, pourquoi pas, une exploitation semi-hôtelière ou autre, mais ça nécessite... C'est presque une société d'exploitation, parce que ça mérite vraiment du travail, de trouver la bonne conciergerie, trouver tout ce qui va avec. Et donc, une fois qu'on a prouvé ce modèle-là, que ce modèle fonctionne, eh bien, on le duplique. Absolument. Et à force de le dupliquer, c'est finalement devenir un entrepreneur. Et donc, entrepreneur de l'immobilier. Voilà. Mais on parle d'immobilier, mais on peut avoir la même démarche avec les sociétés. Avec les sociétés, par exemple, si on est passionné de start-up, on peut imaginer, alors c'est une classe d'actifs très très risquée, mais on peut imaginer, avec l'épargne qu'on a constituée, essayer d'investir dans un portefeuille diversifié de start-up, en se disant qu'on travaille, on va rencontrer les entrepreneurs, on va participer à des clubs, à des choses qui vont nous permettre de créer de la valeur comme ça. Alors, évidemment, là, on est sur des extrêmes parce que le venture capital, je pense que c'est la classe d'actifs la plus risquée. Ouais. Mais enfin, même pour aller dans un univers de private equity plus large, il existe, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui des capacités d'investir dans cette typologie, dans cette classe d'actifs à partir de 1 000 €. Mais là aussi, il faut aller se renseigner, il faut aller voir son banquier, son conseiller en gestion patrimoine, il faut aller sur Internet, et il faut bien en comprendre les implications. Et là, on peut aller créer des rentabilités à 9, 10, 11, 12% par an, ce qui est quand même vraiment pas mal. C'est pas mal. Et la plupart des gens, en fait, sont trop négligents avec leur argent. Ils vont se contenter des solutions d'épargne classiques que les Français aiment bien, le livret A, le fonds euro de l'assurance vie. Mais en réalité, ces solutions aujourd'hui, elles peinent à battre l'inflation. Donc en fait, on s'appauvrit en investissant dans ces supports. Qu'est-ce qu'ils aiment faire, tes clients, pour aller chercher de la vraie rentabilité en investissement ? Les deux best-sellers, ça reste le private equity et l'immobilier. Après, c'est vrai que on a deux autres typologies, trois autres typologies. La dette privée, aujourd'hui, fonctionne bien. Ah bah magnifique. Alors, parlons-en un peu. On va en parler. On a les produits structurés qui marchent bien aussi. Attention, c'est peut-être survendu un peu. Ouais. Les gens ont du mal à comprendre vraiment ce qu'ils achètent, mais en tout cas, c'est parfois une solution qui est très adaptée. Il y a, de manière générale, l'alternative, donc les hedge funds, qui permettent d'aller créer de la valeur, même quand les marchés publics ne montent pas. On devient très technique, mais quand on construit un portefeuille, on doit essayer de veiller à ce que le portefeuille puisse être protégé si les marchés ne vont pas dans le bon sens. Alors, moi, j'ai évidemment retenu dette privée quand tu as répondu à la question. Donc, la dette privée, nous, c'est évidemment un outil qu'on utilise aussi pour structurer les financements de nos clients. Toi, tu es donc de l'autre côté de la barrière, parce que moi, quand je structure les financements de mes clients, je vais donc chercher parfois cette dette privée pour aller compléter une quotité de financement qui me manquerait avec ma dette bancaire. Et toi, tu es de l'autre côté de la barrière, et donc tu vas conseiller tes clients à répondre peut-être favorablement à, alors même pas mes demandes, mais bon, d'autres demandes en fonction de la typologie des actifs qu'aiment tes clients. Alors, comment ça se passe avec eux ? Est-ce que tu leur donnes un dossier, tu leur dis, voilà, vous avez peut-être accès à cet immeuble, à cette île, à cette... Alors, comment ça se passe ? Oui, absolument. Alors, ça peut fonctionner soit avec des fonds, c'est-à-dire des gens qui vont regrouper tout un tas de demandes comme celle que tu viens de décrire,
Alors, je précise que la dette privée, elle ne vient pas forcément au-dessus d'une dette Oui, pas spécialement. classique. Ah oui. Parfois, la dette privée, elle vient juste se substituer à la banque Oui, pour oui. tout un tas de raisons. Parce que la banque ne veut pas y aller, parce que la banque met trop longtemps, parce que la banque Tout à fait. va soumettre la société à un niveau de contrainte qui est trop important. Et pour tout ça, ils sont prêts à aller dans l'univers de la dette privée, qui coûte plus cher, mais qui est plus souple. Et Plus nous, cher, on est à quoi? On est à 10-11%? c'est une bonne estimation, on va dire, c'est une fourchette 8-12 environ aujourd'hui. Quand on se place du côté de l'investisseur, c'est une rentabilité qui est très importante puisque ça double ou triple le coût de l'argent. Quand on est sur un portefeuille très diversifié, ça permet d'être par définition pas concentré et donc d'avoir un risque de défaut assez faible. Diluer le risque. Diluer le risque. Alors souvent, sur un portefeuille important, il y aura des défauts, mais globalement, elles n'affecteront que très peu la performance globale de l'entreprise. Donc ça, c'est important ce que tu dis. Tu dis, tu vas plutôt conseiller tes clients d'investir dans un portefeuille versus d'investir dans un deal. Absolument. Ce qui n'empêche pas de temps en temps de faire une opération. Pour ça, on va être un peu plus demandeur en termes de garantie et de rentabilité, parce que très souvent, quand on est concentré sur un risque, on va demander un peu plus. Mais après, ça peut être une façon d'appréhender un dossier qui peut être intéressante. Je dis n'importe quoi, un chalet à la montagne pour lequel le prix au mètre carré s'est beaucoup envolé, la dette classique monte pas beaucoup. Donc il y a un gros espace. Au-dessus de nous, l'investisseur met junior par rapport à la dette privée beaucoup d'equity. Donc ça veut dire qu'on est très protégé par l'engagement financier et opérationnel de l'investisseur. Et nous, on s'intercale un peu entre les deux en se disant que globalement, il y a de fortes chances que ça se passe bien et qu'on soit remboursé dans un temps relativement court et avec une belle prime. Et qu'au pire des pires, si ça se passait vraiment mal, on pourrait récupérer l'actif, mais à finalement 30 ou 40% de valeur en moins, puisque ça voudrait dire que l'equity au-dessus de nous a abandonné et nous a donné les clés, comme on dit dans le jargon. Mais justement, tu parles d'equity. Est-ce que du coup, tes clients qui ne sont pas un petit peu tous avec un tempérament d'entrepreneur, est-ce qu'ils ont plus d'appétence à faire de la dette privée et donc à récupérer leurs coupons entre 8 et 12% et ils sont contents? Ou est-ce qu'ils vont plutôt aller chercher à être un equity partner, c'est donc s'associer avec l'opérateur et donc avoir leur coupon plus un cut de la marge? Comment est-ce que ça... On peut tout imaginer, mais dans chaque opération, en fonction de son appétence et de son temps, on n'a pas forcément toujours envie d'être au même endroit. Quand on a une vision, par exemple, moi je faisais de la dette LBO quand j'étais banquier, nous on avait sur la même opération, il y avait des gens qui voyaient la vision equity du LBO, c'est-à-dire comment on va réussir à augmenter les EBITDA, à doubler la taille de la boîte. Et nous, on avait une vision très crédit de cette opération en se disant, est-ce qu'on est sûr que 50, 60, 70% de la valeur de la société seront toujours là dans 5, 6, 7 ans et quels sont les facteurs qui nous permettent de le dire? C'est de la même façon, quand on appréhende un même dossier, parfois il va être plus intéressant en equity, parfois il va être plus intéressant en dette privée, parfois il va être plus intéressant en dette senior. Et la force d'un family office, c'est de conseiller d'être au bon endroit. C'est d'être au bon endroit. Nous, on n'est pas contraint, on n'est pas un fonds de dette, on est obligé de faire de la dette. On n'est pas une banque, on va faire de la dette senior. C'est très flexible. On fait ce qu'on veut. Donc, dans chaque actif, non seulement on peut aller dans différentes typologies d'actifs, mais en plus, dans chaque opération, on peut se dire, tiens, j'ai envie d'être là et là, ou là, ou là. Et je choisis l'endroit où je trouve que le couple rendement-risque est le plus adapté. C'est ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, je pense, que tu dois te faire aussi un peu draguer par beaucoup de CGP, par beaucoup d'opérateurs qui vont aller chercher de la dette privée chez toi. Absolument. Parce que tu dois recevoir beaucoup de dossiers. De manière générale, quand on représente des clients fortunés, on reçoit beaucoup de gens qui ont des produits et qui ont envie d'avoir et qui ont envie d'avoir des fonds. Voilà, des fonds. Tu reçois encore des levées de fonds de start-up? Un peu moins, j'ai l'impression. Non, on en reçoit toujours, mais effectivement, il y a beaucoup de concentration maintenant au niveau des fonds VC. C'est un peu moins, fou comme offre et un peu moins dispersé qu'à une certaine époque. Et nous, quand on fait ça, d'ailleurs, on investit beaucoup
dans des fonds et après à leur côté dans des opérations précises. Plutôt que d'aller nous faire une sélection, parce qu'il faut voir que la sélection que font ces fonds, c'est drôle, elle est très très importante, c'est-à-dire qu'eux voient plusieurs dizaines de dossiers par jour pour au final en sélectionner un ou deux par an. Nous, on n'aura jamais la capacité de voir autant de dossiers, déjà parce qu'on n'a pas un sourcing aussi important, et puis on n'a pas les équipes pour absorber tout ce deal flow. Donc, il est beaucoup plus facile pour nous d'investir dans le fonds avec eux pour avoir un portefeuille diversifié dès le premier euro investi. Et deuxièmement, quand il y a vraiment une ou l'autre société qui plaise à nos clients particulièrement parce que c'est leur champ d'intervention premier, parce qu'ils connaissent bien le secteur, ou juste parce que ça les intéresse, ils peuvent, très souvent, il y a de la place, co-investir aux côtés des fonds dans lesquels ils sont investisseurs pour pouvoir avoir une part plus importante d'une société donnée qui leur plaît bien. Tu fais beaucoup de deals de M&A ? Enfin, évidemment, je pense que tu en fais peut-être un petit peu moins que toute la partie private equity. Alors, les deals de M&A, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas une banque d'affaires, donc on ne sollicite pas des gens pour les accompagner. En revanche, dans l'univers de notre family office, quand on a des clients qui ont des besoins de M&A, on est capable d'aller les adresser. Et donc, tu es capable de participer aussi à la vente de la société d'un de tes clients. Absolument. Et au contraire, c'est un service qui était très demandé parce qu'en fait, nos clients, ils ont l'habitude de travailler avec nous sur ces problématiques-là, de financement, de négociation. Et donc, ils sont très à l'aise avec l'idée que nous soyons à leur côté au moment où ils font la transaction peut-être la plus importante de leur carrière. Alors, pas forcément seuls, parce que parfois, les montants en jeu sont tels que on va partager les mandats avec des grosses banques d'affaires qui ont des capacités humaines que nous, on n'a pas, parfois des relations que nous, on n'a pas, mais on arrive à créer un climat de travail qui est à la fois le confort et la confiance que nous, on a réussi à créer, et à la fois, on va orchestrer, on en parlait tout à l'heure, ce process-là avec des professionnels qualifiés. Alors, ça doit être assez difficile de me répondre, mais je te pose quand même la question. Est-ce que tu arriverais à nous dire, après, bon, on va quand même toucher à la fin de l'épisode, mais est-ce que tu arriverais à nous dire, est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus rapide ou est-ce qu'il y a un meilleur enjeu financier de se concentrer sur l'immobilier ou de se concentrer sur sa société d'exploitation ? Est-ce que c'est plus rapide de sortir beaucoup d'argent de la vente de sa société d'exploitation et donc de se concentrer là-dessus ? Ou est-ce que c'est plus rapide, ou est-ce que c'est plus facile, ou est-ce que c'est versus l'immobilier avec les clients que tu as l'habitude d'accompagner ? Dans l'absolu, se concentrer sur une seule chose, ça fait aller plus vite. Mais c'est aussi beaucoup plus risqué. C'est pour ça que les gens, quand même, les entrepreneurs, généralement, essayent de se diversifier. L'immobilier, c'est sans doute la diversification la plus facile à mettre en place. C'est pour ça qu'ils la mettent en place très vite. Et puis en plus, parce qu'elle se mixe assez bien. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui commence à faire des revenus, il peut acheter sa résidence principale, sa résidence secondaire, ses bureaux, les murs de son usine, s'il en a une. Et donc, il y a déjà de quoi faire pour aller constituer un patrimoine qui résisterait potentiellement à la mauvaise santé de la société, voire même à sa faillite. Ça, je trouve que c'est un super conseil. Toujours sécuriser les revenus dont tu as besoin. Pour le coup, alors moi, c'est quelque chose dont je peux vraiment en parler parce que je l'ai vécu 2023-2024 avec la crise qu'on a connue, où les revenus immobiliers de notre patrimoine nous ont parfois beaucoup aidés à tenir la crise qu'on passait sur notre société d'exploitation. Absolument. Et donc, c'est tentant parfois de se dire je mets tout, je focalise toute mon énergie et tout mon capital sur une seule chose. Et parfois, c'est un très bon conseil parce que ça permet de marcher très, très bien. Mais de manière générale, ce n'est pas un bon conseil. De manière générale, il faut avoir beaucoup de focus, mais c'est bien de commencer à diversifier assez tôt. Et puis l'autre très bon conseil, si on finit là-dessus, je vous invite à lire Warren Buffett, mais de manière générale, l'effet, ce qu'il appelle snowball effect, ou snowball, on voit, c'est la boule de neige qui grossit. En fait, plus on commence à investir jeune,
plus gros la boule de neige va devenir. Et ça, c'est incroyable quand on commence à lire sur le sujet. Et parfois, on a même du mal à le matérialiser ou à le réaliser. Mais le plus tôt on commence à investir, le plus vite... c'est très, très difficile d'arriver à rattraper un retard qu'on prend. Et donc, il faut sensibiliser les enfants, il faut sensibiliser les ados et les jeunes actifs au fait de commencer à investir très jeune, parce que c'est la seule façon de s'enrichir, en réalité. J'ai même pas envie de rajouter. J'avais d'autres questions, mais j'ai même pas envie de les rajouter. Tellement. Je pense que c'est une parfaite phrase de conclusion. De conclusion, exactement. Merci beaucoup pour tout ce qu'on s'est dit, Pierre. Merci pour cet échange. Merci à toi, merci Anaïs. Et j'espère que ça vous a plu. Et j'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode sur Leverage. À bientôt.